Focus sur la RDR 99.5. Focus sur la jeunesse, un ensemble de réflexions. C'est-à-dire des bandes de délinquants, des ordres de brigands comme ça, des jeunes déchaînés, topés, des gens sous l'emprise des stupéfiants qui blessent, qui ravagent, on dirait un essaim d'abeilles comme c'est quel pèlerin qui se déverse. C'est comme ça un peu que ces jeunes se sont comportés ces derniers jours. L'expression de vos opinions, la réponse à vos préoccupations et pour vos problèmes, une solution. Recherche la puissance, recherche le droit, recherche le pouvoir que les hommes s'acclament. Mais que te serait-il de gagner ce monde? Puis un jour tu partiras, ou plutôt à ton âme qui se perd. Tous les samedis de 17h à 19h, écoutez Focus sur la jeunesse. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que t'as fait sur cette terre. Banni de ton cœur le chagrin. Auditeurs, auditrices de la 99.5 FM, bonsoir et bienvenue à votre émission Focus sur la jeunesse, votre rendez-vous d'édification, de sensibilisation, d'éducation de la jeunesse. Et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver ce samedi 4 mars 2023, tout beau, tout souriant, Yana Yola mise en onde, Pascaline à la présentation. L'émission de ce samedi porte effectivement sur les jeux de hasard et d'argent. Nous parlerons aujourd'hui des jeux de hasard et d'argent. Et j'aimerais, avant de commencer, saluer quelques personnes. Bonsoir au pasteur Franklin et son épouse. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent fidèlement. Je pense à monsieur Théo, le CC, je pense au jeune Jean Onanena qui nous écoute quelque part, à la jeune Merveille Kumba qui est très fidèle, à Jean-Jacques, le responsable de la jeunesse, et à toute cette kyrielle, n'est-ce pas, de personnes qui est scotiée en ce moment, tous ces jeunes qui soupirent après cette émission, tous ces jeunes qui aiment et écoutent Focus sur la jeunesse, tous ces jeunes qui croient qu'il est possible de voir les choses s'améliorer, de voir les choses changer. Et pour vous édifier, bien, chers auditeurs, ce soir, le panel est constitué, comme d'habitude, de 4 personnes. J'ai l'honneur de vous présenter sur ce panel monsieur Anissé Etémé, qui est notre consultant, toujours ponctuel, toujours assidu, toujours présent. Bonsoir Anissé. Merci, bonsoir Pascal. Et il faut dire que c'est avec un plaisir renouvelé qu'une fois de plus. C'est avec un plaisir renouvelé qu'une fois de plus je me tiens ici. Alors je salue nos nombreux auditeurs, je salue toute cette jeunesse qui nous écoute depuis plusieurs mois déjà. C'est un honneur pour moi et comme j'ai l'habitude de le dire, j'espère être comme ça à la hauteur des attentes de toute cette jeunesse qui a besoin d'instruction, d'orientation, qui a besoin d'être sensibilisée. Alice, on n'a pas encore fini de pleurer cette jeune élève du collège Monti qui est décédée de manière brutale, que les élèves d'un lycée technique réputé de ce pays se permettent de nous produire des sextapes, des patouzes. Alors, je pose la question de savoir, est-ce que ce phénomène devenant récurrent, est-ce que c'est une nouvelle matière que les élèves veulent imposer dans notre éducation? Il faut dire que en matière de mœurs, notre monde va très mal. Oui. Et le Cameroun n'échappe pas à ce dérèglement. Et malheureusement, notre jeunesse brille par ce mauvais côté, ce mauvais exemple. Oui. Parce qu'il ne se passe pas beaucoup de temps au Cameroun sans que l'on entende parler de sextape, de partouze, d'homosexualité.
vraiment, aujourd'hui, on s'interroge beaucoup. Où va la jeunesse? Oui. Qu'est-ce que cette jeunesse deviendra demain? Lorsque les élèves se donnent comme sport favori, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, oui. la débauche, lorsque la nudité, qui est quelque chose de sacré aujourd'hui, ne vaut plus absolument rien, oui. on l'expose comme ça à tout le monde, oui. on l'expose à Mondo Vision, on l'expose sur les réseaux sociaux. Oui. Là, on s'interroge où est-ce que notre jeunesse est en train d'aller. C'est effroyable, c'est regrettable, ça fait peur, ça fait peur. Une fois ici, nous décrions le fait que notre société est en train de devenir hyper sexualisée. Oui. Et voilà, on n'a que nos yeux pour pleurer. Cependant, nous continuons de sensibiliser, d'interpeller et de dire aux jeunes, ce n'est pas ce chemin-là qu'ils devraient suivre. Oui. Ce chemin n'est pas le bon. Ce chemin, c'est le chemin de la destruction. Et les jeunes doivent le savoir. Tout ce qui est posté sur les réseaux sociaux ne se perd pas. Oui. Et demain, ils auront à faire face, à répondre de ces actes-là. Qui sait si parmi ces jeunes, ils ne se trouveraient pas comme ça des gens qui demain seraient appelés à assumer comme ça des hautes responsabilités. Oui. Que ferait-il lorsque on leur sortira comme ça l'une de ces photos, l'une de ces vidéos? Donc c'est terrible, c'est regrettable. Vivement que notre jeunesse se ressaisisse. Vivement que notre jeunesse se ressaisisse. Le deuxième panéliste sur ce plateau, Monsieur Mathieu Simo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Bienvenue sur ce plateau, le Focus sur la jeunesse, cette émission des jeunes. Je rappelle que vous êtes architecte. Oui, je suis architecte diplômé et je suis venu partager avec les jeunes, n'est-ce pas, un certain nombre, n'est-ce pas, de connaissances. Oui. Dans le thème qui sera partagé ce soir. Mathieu, en semaine, toujours ce fait d'actualité, les élèves qui se permettent de tourner, n'est-ce pas, des films à caractère pornographique. Alors, je pose la question de savoir qu'est-ce qui inspire cette jeunesse dans ce fléau de sextape qui devient de plus en plus exponentiel. Je ne vais pas être très long à ce niveau. Moi, je vais dire simplement, on a une jeunesse de plus en plus, n'est-ce pas, qui préfère la facilité, oui, au travail. Une jeunesse qui veut tricher en tout et n'importe comment. Oui. Et ça fait en sorte, ça fait que lorsque elle se voit proposer un certain nombre de choses, oui, de matériel, oui, elle se donne à corps joie, parfois même sans savoir en réalité les séquelles de ce qu'elle pose comme acte. Mais Mathieu, est-ce que cette jeunesse n'est pas sous l'influence des précédents, de ceux qui aiment admirer ce qu'on appelle influenceurs, ou alors est-ce que cet acte ne viendrait pas du trop plein de vision de la pornographie? C'est vrai qu'avec le monde dans lequel nous sommes, où le monde est ce qu'on appelle un village interplanétaire, oui, les jeunes sont de plus en plus ouverts aux réseaux sociaux, oui, et à ce niveau, n'écrit pas, n'est-ce pas, ce qu'ils ont à voir ou alors ce qui va de leur intérêt. Oui. Ceci dit, sans jamais rien analyser de fond en comble, oui, il se laisse certainement conduire par, bien évidemment, les influenceurs, oui, d'ici ou d'ailleurs, bien sûr. Et je ne vais pas oublier, bien évidemment, un certain nombre de choses qui, au-delà des réseaux sociaux, peut contribuer à miner notre jeunesse dans ce sens. Je parle particulièrement des séries, oui, des séries télévisées, oui, qui, oui, sont véritablement, permettez-moi l'expression, qui sont véritablement un élément, un facteur très déterminant, oui, dans le détournement de cette jeunesse-là. Oui. Oui. Ok, merci Mathieu pour cette intervention. Ce sera un plaisir pour cette jeunesse de vous écouter. En tant qu'architecte, je sais que les architectes sont très inspirés souvent, surtout quand il faut faire les plans. La troisième personne sur ce panel, chers auditeurs, c'est un enseignant, il s'appelle Monsieur Joël Mathiac. Bonsoir Monsieur Joël Mathiac.
Bonsoir Pascal, bonsoir à tous les panélistes, co-panélistes et bonsoir également à tous les auditeurs de la FM 99.5. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle à l'effet utile que vous êtes enseignant et je pose la question de savoir comment est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous vivez ce fait d'avoir des élèves qui tournent des films pornographiques dans votre salle. Comment vous appréciez ça? Pascal, il faut le dire, je pense que mes prédécesseurs l'ont dit sur ce plateau, c'est vraiment déplorable. Oui. Parce que s'il faut donner mon avis personnel en tant qu'enseignant quand je vais au lycée, oui, c'est pour enseigner des valeurs. Oui. Donc c'est vraiment choquant de savoir que les élèves mettent de côté les valeurs, n'est-ce pas, que nous les transmettons, que nous les communiquons, oui, pour s'inspirer des valeurs, des choses qui les aident pas forcément, des voies qui les perdent plutôt. Oui. Donc pour moi c'est choquant parce que je vois une jeunesse fragile, je vois une jeunesse qui s'égare, je vois le fer de lance de la nation qui est, je sais pas, devenu un coton de lance de la nation, parce oui, qu'on parle de fer, on parle de quelque chose qui est solide. Oui. Alors là, je sais plus si la jeunesse est encore le fer avec tout ce qu'elle fait. Donc du coup, c'est choquant, ça fait mal. Oui. Ça fait mal, mais en même temps, ça fait réfléchir, n'est-ce pas, sur les méthodes, n'est-ce pas, les différents moyens et aux différents niveaux d'éducation des élèves, des enfants. Oui. Dit. Peut-être parce que je ne suis pas en train d'aller trop loin, mais ça me fait penser, n'est-ce pas, à comment est-ce que ces enfants déjà sont à la maison. Oui. Comment est-ce qu'on les éduque à la maison? Parce qu'il faut dire, c'est pas le lycée seul, le collège qui enseigne ou qui éduque. L'éducation et à plusieurs niveaux. Déjà, ça commence au niveau de la maison. Oui. Donc, je vois déjà un certain libertinage. Oui. Parce que j'imagine que c'est pas tous les enfants qui le font aussi. Oui, oui. Il y a des enfants qui ont jusqu'ici une rigueur morale, qui ont une certaine honnêteté, une certaine sobriété, des enfants qui vont pas se jeter dans n'importe quoi. Il y en a, aujourd'hui on en trouve, moi j'en connais, oui, en tant qu'enseignant. Oui. Donc je vois l'influence, n'est-ce pas, de ce libertinage au niveau de la famille. Oui. Libertinage là au sens que les parents aujourd'hui donnent aux enfants des téléphones Android, oui, avec des connexions internet et ne surveillent pas forcément ce que les enfants regardent. Et puis l'enfant aujourd'hui peut entrer dans le monde au travers de son téléphone Android. Oui. Et vous savez, qui dit jeune dit curiosité. Monsieur Joël Mathiak, pour vous relancer, comment est-ce que vous ripostez face à de tels actes dans les établissements d'enseignement public? Comment est-ce que vous ripostez lorsque vous faites face à des cas des élèves qui se permettent de se livrer à de telles pratiques? Bon, je crois que déjà l'autorité administrative, le lycée et le ministère de l'enseignement, parlons du Cameroun, oui, a pris des mesures. Il y a des mesures claires, n'est-ce pas, qui sont prises. Lorsqu'on attrape un élève comme celui-ci, on le traduit au conseil des disciplines. Oui. Et puis, ils sont même exclus. Hein. C'est-à-dire que pour parler des mesures administratives, là, directement au niveau du lycée, ces élèves sont traduit au conseil de discipline exclu de l'établissement. Oui. Maintenant, s'il faut parler peut-être au niveau de l'enseignant, l'enseignant, ce que lui fait, c'est moralisateur. Oui. C'est-à-dire, il va revenir dans la classe, n'est-ce pas, et essayer de s'adresser à cette autre population jeune qui peut-être n'a pas pris part à l'acte. Oui. De leur faire voir les conséquences de ce que cela pourrait avoir, n'est-ce pas, sur ceux-là qui ont commis les actes. Oui. Je pense que c'est un moyen, n'est-ce pas, de leur permettre d'éviter de suivre ce chemin. Donc je voulais me limiter à ces deux actions, n'est-ce pas? D'accord, merci pour votre intervention. Et comme je le disais tout à l'heure, les auditeurs auront justement l'occasion de pouvoir beaucoup recevoir de vous. Ce vase qui va inspirer, qui va parler, qui va éduquer, qui va sensibiliser la jeunesse ce soir. Auditeurs, auditrices de la 89.5 FM, je vous présente le troisième panéliste sur ce plateau, le quatrième, je veux dire, panéliste sur ce plateau. Il nous vient de France, c'est un Ivoirien, il s'appelle Monsieur Yapo. Monsieur Yapo, vous nous écoutez, bonsoir. Oui, bonsoir Pascal, bonsoir à tous les autres panélistes.
Et bonsoir aux auditeurs. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau au Cameroun. Vous avez écouté vos précédents qui se prononçaient sur une histoire de sextape qui a été pratiquée par nos élèves ici au Cameroun. Je ne sais pas si de votre côté, est-ce qu'en France, vous vivez de telles pratiques? Il faut dire que c'est un constat quand même qui est très déplorable. Oui. C'est vrai qu'en France, on n'a pas très souvent ce genre de sujet d'actualité, oui. Mais en général, j'observe cela quand même sur la sphère Internet en Afrique. Et c'est assez déplorable parce que la jeunesse est aujourd'hui confrontée à tout type de contenu accessible facilement sur Internet. Oui. C'est vrai, il y a pas mal d'influenceurs aujourd'hui qui produisent des contenus qui parfois, plutôt que d'éduquer les jeunesses, oui. Vont plutôt les orienter vers des voies qui ne sont pas forcément catholiques. Oui. Ok. Je rappelle que vous faites partie, n'est-ce pas, de cette jeunesse consciente, de cette génération consciente. Avec vous, nous allons parler des paris sportifs. Alors, d'entrée, je vous pose la question de savoir à quel moment est-ce que vous êtes rendu compte que les paris sportifs étaient un problème pour la jeunesse? J'ai constaté ça il y a quand même plusieurs années maintenant. Oui. Parce qu'il faut dire qu'avant, quand j'étais au lycée, moi-même je pratiquais les paris sportifs. Oui. Et je n'ai pas gagné grand-chose en fait dans les paris. Parce que le peu d'argent que j'avais pour ma journée, à chaque fois que j'allais à l'école, oui. Je le dépensais dans les paris sportifs sans avoir gain de cause. Et ça a duré des mois sans que je n'ai pu remporter un seul gain. Oui. Du coup, ça m'a amené à me remettre en question. Oui. Et j'ai moi-même pris la décision d'arrêter de parier. Oui. Mais par la suite, avec les années, on a observé justement cette évolution-là, principalement en Côte d'Ivoire. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Oui. Et aujourd'hui, ça a un niveau vraiment déplorable qui agit sur la jeunesse ivoirienne. Et je pense que c'est le cas également au niveau du Cameroun. Oui. Il y a forcément des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais le constat aujourd'hui est triste, c'est que les paris sportifs ou les jeux de hasard ont envahi la jeunesse. Vous l'avez effectivement dit, c'est un problème mondial. Aucun pays, aucune jeunesse n'en est épargné. Nous allons voir cela tout à l'heure. C'est un véritable casse-tête. La jeunesse est plongée dans un poison. La jeunesse est plongée dans un enfer, disons-le ainsi, où on miroite un certain nombre de choses. Et avec vous, pendant ces 2 heures de temps environ, nous allons prendre du temps pour éduquer, pour renseigner ces jeunesses par rapport à tout ce qu'ils peuvent rencontrer comme risque, tout ce qu'ils peuvent rencontrer comme problème actuellement. Je rappelle que vous avez produit tellement de contenus qui sont disponibles dans les réseaux sociaux et accessibles à toute la jeunesse. Nous vous revenons dans quelques minutes. Restez avec nous pour ces 2 heures de temps. Auditeurs, auditrices de la 89.5 FM, c'est votre émission Focus sur la jeunesse. Je rappelle que vous avez la possibilité de participer en composant tout simplement le 659 73 68 96. 659 73 68 96, c'est le numéro que vous pouvez composer pour donner votre point de vue par rapport à cette émission. Et tout à l'heure, nous revenons après ces 2 éléments que Yann Ayolo nous propose. Tu espères gagner et puis après patatras, rien. Là, tu te sens mal. Là, ça peut arriver que c'est un argent que tu avais, qui était prévu peut-être pour manger. À l'époque, forcément, on ne dort pas sans son ticket. Okay. Merci. Mon petit Diane, on a commencé tout simplement à l'auto, comme tout le monde. Oui, ça je peux vous rassurer naturellement.
Ah, je crois non. On est perdant, ça c'est sûr, là c'est sûr. Parce que tous les jeunes vont dépendre sur ça. Hein. Sans me dire demain là, qu'on arrête les paris foot, je ne sais pas sur quoi ils compter maintenant là. Parce que maintenant où je suis placé là, ils comptent sur ça. Mon pari d'aujourd'hui, Cameroun, Suisse, Cameroun. Oui, ils comptent sur ça. Pourquoi uniquement le pari foot? C'est aussi parce que c'est le football, un sport sur lequel ils aiment et un sport sur lequel ils ont des connaissances. Et là, ça se voit aussi au niveau de la façon dont le pari foot a suscité l'engouement chez les jeunes. Dans leur imaginaire, c'est une voie à travers laquelle ils espèrent se faire des sous. Parce que c'est 100 ans dans une société en crise, quoi. Il y a des crises, c'est-à-dire une société qui n'est pas capable de leur garantir le nécessaire pour leur vie. Je suis en tête, en fait. Je suis très en tête maintenant, mais pour la fête d'aujourd'hui, j'ai fait une fête de 1500 francs. C'est beaucoup pour moi. Beaucoup. Quand j'ai pas d'argent, moi ça me dit, le problème c'est que quand vous avez même peut-être 1000 francs, c'est ça qui vous pousse maintenant, le pari. Comme ça qu'on a grandi avec, et ce qui n'est pas bon pour moi. Vous voyez un peu, quand je n'ai pas d'argent, je ne pense pas ça. Hein. Mais quand j'ai un peu, même pour manger, je préfère passer parier. Les magasins de Paris sont partout en Ouganda, attirant particulièrement les jeunes hommes et leur amour du football, tout en leur vendant l'espoir d'une vie meilleure. L'argent n'est jamais suffisant pour répondre à tous vos besoins. Alors comment faites-vous pour avoir plus d'argent? Vous essayez de parier? Mais les jeunes Ougandais comprennent-ils vraiment les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Collins Mwenda est un joueur ordinaire, il parie sur le football depuis qu'il est à l'école. Winning ticket! Ticket gagnant, Chelsea est revenu et a gagné le match, ce qui veut dire que je viens de gagner 7500. I just won 7500. L'organisme de réglementation de jeu dit que les joueurs comme Collins gagnent près de 70% de l'argent qu'ils mettent en jeu. Et nous avons analysé les chiffres de 2018 et avons trouvé des anomalies. Tout d'abord, le gouvernement reçoit 18% de cet argent en impôts, les sociétés de paris en conservent 43% pour couvrir leurs dépenses et les profits. Alors, qu'est-ce que ça vous laisse à vous, les joueurs? 39%. Tout cela, à un moment donné, c'était votre argent. Voilà ce que les gouvernements et les entreprises gardent et ce qui reste pour vous. So now this is what it looks like between the government and the companies, and this is yourselves. C'est une énorme perte. Avec de telles statistiques, pas étonnant que les gens souffrent et se mettent en colère. Les compagnies de jeux disent qu'elles encouragent les paris responsables, mais malgré les appels en faveur d'une réglementation plus stricte, le gouvernement envisage une solution plus controversée. Si possible, si c'est faisable, le gouvernement lui-même devrait avoir une entreprise qui investit dans ce secteur. Mais le football international est-il lui aussi en faute? L'ancien capitaine d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre, Tony Adams, s'oppose à ce que les sociétés de paris sponsorisent de grands clubs parce qu'elles glorifient les jeux d'argent. La direction de la fédération de football doit dire plus de publicité pour les jeux d'argent dans le football d'ici 5 ans. Ça ne doit pas exister. Contrairement au football, les paris sportifs sont un jeu que l'on ne peut jamais vraiment gagner. Face à une telle situation, la pression est de plus en plus forte pour que l'on fasse davantage pour protéger les jeunes et les plus vulnérables contre l'accoutumance.
Auditeurs, auditrices de la 99.5 FM, c'est votre émission Focus sur la jeunesse et c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Nous parlons ce soir des paris, des jeux de hasard et d'argent, et je rappelle à toute fin utile que vous avez la possibilité de participer en composant tout simplement le 659 73 68 96, 659 73 68 96, ou encore le 654 87 13 99, 654 87 13 99. Ce sont les deux numéros qui vous permettent de participer à cette émission. Nous parlons des paris, des jeux de hasard et d'argent. Nous savons que c'est un problème qui touche le monde entier, et je commence par toi, Anissé. Les deux éléments véhiculés tout à l'heure sont riches d'informations. Le deuxième élément nous rappelle à toutes fins utiles, n'est-ce pas, que le cas concernant l'Ouganda, par exemple, de ce qui est des paris, le gouvernement retient 19%, la société de paris retient 43%, et 39% est reparti entre tous les parieurs. Anissé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces chiffres? Merci Pascal. Il faut dire que les promoteurs de ces sociétés de jeux, de paris foot et autres, oui. Ces gens sont de sorte de marchands, de commerçants véreux, oui, qui ne se soucient guère. Ça, il faut que les jeunes le comprennent. Ces gens ne se soucient guère de leurs conditions économiques. Oui. Ces gens ne se soucient guère de leur précarité. Ils sont là pour faire du bénéfice, pour oui. faire du gain. Ils sont là pour gagner de l'argent. Oui. Et pour ce faire, ils ont mis sur pied toutes sortes de mécanismes pour parvenir justement comme ça à leur fin. Oui. Alors, le jeune qui pense qu'il changera sa condition économique en s'investissant de plus en plus dans les jeux de paris, alors il se leurre complètement. Oui. Puisque, il faut le dire, ces jeux, les règles sont faussées à l'avance. Oui. Les règles ont été établies de telle sorte que les promoteurs soient toujours les gagnants. Oui. C'est pourquoi, comme on le suivait tout à l'heure dans les deux éléments qui sont passés, on se rend compte que de plus en plus de jeunes s'investissent avec toujours cet espoir, avec toujours cette pensée qu'ils gagneront. Si aujourd'hui on a perdu, alors on revient à la charge. Oui. Au point parfois de se priver comme ça de nourriture. Oui. Je me souviens un jour, j'avais rencontré un jeune homme en route, un jeune homme que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu avant ce jour-là. Et pendant que j'allais où je me rendais, il s'est rapproché de moi, il m'a posé la question: s'il te plaît grand frère, que penses-tu du pari foot? Oui. J'étais un peu surpris qu'un parfait inconnu comme ça vienne me poser une telle question. Et sur le coup, je lui répondis: voilà, je crois que le pari foot c'est de la sorcellerie. C'est ce que je lui avais dit. Oui. Que le pari foot c'est pas sérieux. Et il a continué en me disant: voilà grand frère, je viens de perdre mes frais de c'est-à-dire mes droits universitaires. Oui. Il avait parlé comme ça, ses frais, ses droits universitaires. Vraiment. Parce qu'il se disait: voilà, je vais d'abord multiplier cet argent, oui. Ensuite j'irai payer mes droits universitaires et je garderai comme ça le bénéfice. Malheureusement, il avait parlé comme ça sur des matchs dont il était sûr de l'issue. Mais comme cette affaire c'est du pur hasard, parce qu'il faut le rappeler, quand on parle du hasard, c'est-à-dire c'est ce qu'on ne peut pas définir à l'avance. Oui. On fait un pronostic et on ne maîtrise pas l'issue. Oui. C'est-à-dire on peut être certain de l'issue et plus tard on se retrouve avec un autre résultat. Oui. Et c'est ce qui était malheureusement arrivé à ce jeune infortuné. Oui. Et comme ça, c'est-à-dire il était vraiment désappointé, il était confus, il était embarrassé au point de s'agresser à un parfait inconnu pour lui demander: mais que penses-tu du pari foot? Oui. En effet, 43% pour la société de paris et 39% pour les parieurs. Est-ce qu'on doit conclure au travers de ces chiffres que les parieurs en fait investissent, travaillent, donnent de leur argent au bénéfice de la société
qui gère ces paris. C'est exactement ça. C'est comme je le disais, les paris sportifs, c'est de l'arnaque. Que ce soit le PMUC, oui, que ce soit le 1xBet, le Roi-Bet, peu importe, c'est de l'arnaque. Oui. Tout est fait pour vous dépouiller davantage, pour enfoncer la jeunesse africaine qui est déjà très pauvre, oui, qui est exposée comme ça à toutes sortes de dangers, qui n'a pas de travail. Oui. Donc tout est fait pour l'enfoncer davantage dans les difficultés. Oui. Et il faut qu'un jour la jeunesse prenne conscience qu'elle se réveille. Il faut qu'un jour la jeunesse prenne conscience qu'elle se réveille. Monsieur Mathieu Simo, l'élément nous révèle, n'est-ce pas, dans cet élément, certains jeunes disent qu'ils sont même allés jusqu'à miser leur argent de billets. Qu'est-ce qui peut inspirer un tel acte? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à miser même jusqu'à son dernier recours? Je tiens déjà à dire que ce n'est que la facilité. Oui. C'est quand on manque quoi faire qu'on commence, n'est-ce pas, à miser sur de la chance. Oui. Et à partir de ce moment, on se laisse conduire par n'importe quoi. Mais seulement, les conséquences sont souvent néfastes et malheureusement, ça devient comme de la drogue. Oui. Ça veut dire chaque fois que vous aviez misé et perdu, vous gardez toujours l'espoir de gagner. Oui. Or, comme les statistiques l'ont démontré, il faut noter que ces jeux de hasard, de manière scientifique, oui, sont calculés à l'avance. Oui. Peut-être nous y reviendrons. Oui, oui, tout à l'heure, oui. Nous y reviendrons. Donc, tous ces jeux-là sont calculés à l'avance. C'était l'enseigne que jamais le parieur, jamais le joueur ne soit bénéfique, n'est-ce pas, de ce jeu pour lequel il a parié. Ouais. Merci Monsieur Mathieu. Monsieur Joël Mathiac, vous êtes enseignant. Je pose la question de savoir, est-ce que vous avez rencontré des élèves qui font face à ce genre de cas? Oui, Pascal, justement, il y a une semaine, je crois, oui, j'ai discuté avec des élèves qui sont très rapprochés à moi. Oui. Et il me racontait une histoire comme quoi l'un de leurs camarades avait gagné une forte somme dans l'un de ces jeux de hasard que je ne voulais pas citer ici. Oui. Et c'est le moment où ils devaient se rendre pour, je ne sais pas si ils ont une banque ou alors un guichet pour récupérer cet argent. Oui. Ça a fait un boom. Là, on refusait de lui remettre la somme parce qu'elle était importante. Oui. Donc, effectivement, les jeunes jouent à ce jeu. Oui. Ils s'y prêtent vraiment, ils croient. Mais je veux cadrer ça dans l'ignorance, personnellement, parce que quand vous voyez la tranche d'âge, surtout je parle des élèves du lycée, oui, quand vous voyez la tranche d'âge de ces enfants qui jouent à ces jeux-là, oui, c'est parce qu'ils sont ignorants, n'est-ce pas, des conséquences et même des vérités et des réalités, un peu comme mes frères l'ont dit sur ce plateau. Oui. Il n'y a personne qui peut créer une entreprise pour perdre. Oui. Il n'y a personne. Et les jeux de hasard, c'est ça, c'est une entreprise que quelqu'un a mis sur pied, ou bien un groupe de personnes a mis sur pied. Oui. C'est pour se faire de l'argent. C'est pas pour perdre. Toi, tu ne pourras jamais être plus riche que eux. Oui. Et du coup, toutes ces sommes qu'ils proposent, ces jackpots qu'ils proposent souvent, ce n'est que pour miroiter, ce n'est que des fantaisies. C'est pas sérieux. Oui. C'est pas sérieux. Donc du coup, la jeunesse, les jeunes, moi j'ai des jeunes qui m'ont abordé, qui m'en ont parlé, et même j'ai travaillé dans un premier poste de service où je connais un jeune qui avait gagné une somme 350 000 et là il ne venait plus au cours. Wow. Il se prenait la tête, on avait l'impression que pour lui c'était 350 milliards de francs. Oui. Et je vous assure, ça a impacté même sur ses résultats scolaires cette année. Il n'a même pas composé et il était obligé de revenir l'année prochaine. Donc voilà comment la jeunesse souffre. Est-ce que ces jeunes sont déjà majeurs? Est-ce qu'ils sont en âge de pouvoir avoir accès à ces paris sportifs? Bon, certains sont majeurs, d'autres ne sont pas. Certains ont dans la tranche de 14, 15, 16 ans, c'est pas des majeurs. Au Cameroun, on est majeur, on n'est pas majeur à cet âge-là. Oui. Mais certains aussi le sont, parce qu'à l'université, il y a ceux qui jouent également à ces jeux. Mais j'ai l'impression que ceux-là ont commencé aussi très jeunes. Oui. Donc, vous dites que ces jeunes sont pour la plupart des mineurs. Alors, pourquoi j'ai parlé de l'ignorance? Oui.
beaucoup passent par limitation. Parce que peut-être on a entendu que tel a gagné 50 000. Vous savez, pour un enfant, 50 000 francs, c'est une fortune. Oui. Mais pour un adulte, 50 000 francs, ça représente un chef de famille qui a peut-être 4 enfants. Ça ne représente pas grand-chose. Donc, du coup, c'est ça. Ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas matures pour la plupart. Ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. Oui. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. D'accord. Monsieur Yapo, vous êtes là? Allô, Monsieur Yapo? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant, très bien. Avec vous, je partage, n'est-ce pas, cette définition du centre des jeux excessifs. Le centre des jeux excessifs est basé dans la ville de Lausanne, en Suisse, et il définit les jeux de hasard et d'argent comme étant toute activité ludique mettant en jeu de l'argent ou un bien et dont l'issue dépend en partie ou exclusivement du hasard. Je me répète, toute activité ludique mettant en jeu de l'argent ou un bien et dont l'issue dépend en partie ou exclusivement du hasard. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, bien sûr, parfaitement. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que ces jeux de hasard portent bien leur nom, jeux de hasard. Oui. Là, on est dans des contextes où on va dire qu'on donne son sort au hasard, oui. À cause de l'espérance. Et donc, quand une jeunesse commence à s'adonner aux paris sportifs, par exemple, oui. C'est dans l'espoir d'améliorer sa condition financière ou sa condition économique. Exactement. Mais ici, dans le cadre des sports, par exemple, tous les matchs de football ou de tennis se déroulent de manière, on va dire, hasardeuse, parce que à l'avance, on ne sait pas qui sera le vainqueur. Oui. Même quand une forte équipe rencontre une équipe qui est faible, on ne connaît pas l'issue du match. Oui. C'est vraiment du hasard. Après, dans certains autres contextes, on parle de semi-hasard parce que effectivement, on va se baser sur des analyses mathématiques, oui. Pour essayer de prédire des résultats. Mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même sur la base du hasard. Oui. Du coup, cette définition, elle est assez claire et je la partage entièrement. Et vous la partagez entièrement. Et à vous également, vous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes frotté au jeu de hasard, vous avez touché du doigt la réalité et vous n'avez jamais perdu. Alors moi, je vous demande, est-ce que autour de vous, vous rencontrez également des gens qui passent par de tels périples? Oui, bien sûr. Si j'avais choisi il y a quelque temps de partager justement une publication sur Facebook relative aux paris sportifs, oui. C'est parce qu'autour de moi j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à cette pratique. Oui. J'avais été en Côte d'Ivoire en vacances, surtout pendant la période de la Coupe du Monde, oui. Et c'est là que j'ai constaté que ce fléau avait pris une certaine ampleur au niveau de la jeunesse. C'est ce qui m'a justement interpellé, parce que je me suis dit, il y a des années, j'avais constaté que c'était quelque chose d'assez négatif. Oui. Je ne me suis pas projeté là-dessus. Et là, je constate qu'il y a une jeunesse qui est en train de se perdre justement à cause de l'espoir d'améliorer sa condition financière. Elle se noie dans quelque chose dont elle n'a pas forcément la maîtrise des rouages. Oui. Ce que la jeunesse doit comprendre, c'est que les promoteurs de paris sportifs ne lancent pas ces activités-là pour perdre. Exactement. Personne ne crée une entreprise pour perdre. Oui. Donc, par avance, ce sont ces promoteurs-là qui sont les grands gagnants. Oui. Donc, peu importe la condition déplorable de la jeunesse, en général, quand on va bien observer, oui. C'est plutôt ceux qui ont des difficultés financières qui vont s'adonner à ce genre de pratiques-là. Parce que ce sont là les populations les plus fragiles. Ah bon? Mais les promoteurs ne regardent pas justement cela. Le rôle du promoteur, c'est de gagner de l'argent. Oui. Du coup, s'il doit récupérer le peu d'argent qu'a cette jeunesse, il va le faire sans hésiter. Oui. C'est dans ce schéma-là qu'on se trouve aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est déplorable. Monsieur Yapo, est-ce que vous avez des statistiques pour justifier ce que vous dites, que ce sont les pauvres qui s'adonnent de plus en plus à ces jeux-là? Vous avez des statistiques? Je n'ai pas de statistiques officielles, mais comme je l'ai dit, moi je regarde plutôt mon entourage, oui. Plutôt les personnes avec lesquelles je parle. Oui. Ce sont des personnes qui n'ont pas des conditions
particulièrement enviables qui s'adonnent à ces jeux-là. C'est pour ça aussi j'ai entamé cette démarche de sensibilisation auprès de ces populations-là. Oui. Avec vous, j'aimerais directement entrer dans le vif du sujet pour vous demander comment est-ce qu'on en vient à ces jeux de hasard. Est-ce que vous pouvez un peu nous situer le contexte dans lequel nous sommes partis pour faire face, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui avec cette pléthore, n'est-ce pas, de jeux de hasard qui naissent et pilulent au quotidien? Ce qu'il faut noter, c'est que les jeux de hasard ne datent pas de maintenant. Oui. Selon des recherches archéologiques, ça date quand même de la préhistoire. Oui. Au niveau de l'Afrique, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu aussi des recherches archéologiques qui suggèrent que les jeux de hasard étaient pratiqués dans différentes parties du continent depuis l'Antiquité. Oui. Et il y a eu plusieurs formes de jeux de hasard justement en Afrique, notamment le Mankala. Je ne sais pas si je prononce bien le Mankala. En Côte d'Ivoire, on l'appelle l'Awalé. Oui. C'est un jeu de plateau dans lequel on déplace des graines autour du plateau pour déterminer le vainqueur au bout de, on va dire, un certain nombre de tours. Oui. Il y a aussi des jeux de dés. Donc ce sont des dés à l'époque qui étaient fabriqués soit à base de bois, soit à base d'os. Oui. Donc on les utilisait aussi soit pour se divertir, soit pour régler des problèmes ou des conflits en société traditionnelle. Oui. Il y a aussi les jeux de cartes qui sont intervenus un peu plus tard en Afrique. Donc ces jeux de cartes-là ont été introduits en Afrique par les Européens. Oui. Et par la suite, il y a eu la diversification de tous les jeux modernes auxquels on fait face aujourd'hui, notamment les paris sportifs, le PMU, les jeux de casino par exemple. Oui. Donc c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à atteindre aujourd'hui toute cette modernité en termes de jeux de hasard. Merci M. Yapo pour cette intervention très très riche. Et je reviens à vous M. Etemé. M. Yapo le mentionnait tout à l'heure, les recherches archéologiques qui datent d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ nous font état de ce que c'est dans l'Empire babylonien que cette histoire de jeu de hasard a pris naissance. Comment est-ce qu'on peut apprécier une telle recherche? Merci Pascal. C'est avec raison que le sage, l'Ecclésiaste, a pu dire que voilà, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Oui. Il faut dire que c'est une pratique très ancienne, et c'est-à-dire l'envie, la soif de gagner, de posséder qui caractérise notre génération, est celle-là même qui a habité, n'est-ce pas, les gens de cette époque-là. Comme le disait notre frère, c'est une pratique qui a évolué, elle a existé, tu l'as dit, 3000 ans avant Jésus-Christ dans l'ancienne Babylonie, et elle s'est pratiquée, n'est-ce pas, dans l'espace et dans le temps. Et aujourd'hui, on va dire qu'elle s'est tellement répandue, elle s'est sophistiquée, qu'on rencontre aujourd'hui un nombre incalculable de jeux d'argent et de hasard, un nombre incalculable. Oui, c'est-à-dire que ce soit les casinos, que ce soit dans les casinos où on rencontre tellement de jeux, que ce soit avec les paris sportifs, que ce soit avec ce qu'on appelle les lotos. Il y a tellement de types de jeux de hasard aujourd'hui. Mais il y a une chose qui demeure, comme je le disais, c'est-à-dire c'est cette soif, cette quête, c'est-à-dire cette pensée qu'on va gagner, on va changer comme ça de but en blanc sa condition, parce que c'est ce qui amène le plus grand nombre aujourd'hui à se lancer comme ça, sans frein, dans la pratique des jeux de hasard. Tout à l'heure, on mettait l'accent sur la jeunesse. Cette affaire ne concerne pas seulement la jeunesse. Au Cameroun, par exemple, toutes les catégories, toutes les générations, c'est-à-dire sont concernées par les jeux de hasard. Que ce soit les hommes en tenue, militaires, policiers, parfois même des gens qui gagnent bien leur vie
On va les retrouver dans les maisons de Paris, on va les retrouver devant les kiosques, les étudiants, les élèves, tout le monde. Oui. On a l'impression que c'est devenu comme une sorte de gros, c'est devenu comme une épidémie, c'est une mode, on ne sait pas. Comment comprendre qu'un homme en tenue, un militaire, se retrouve comme ça, devant un kiosque de Paris Foot, et quand tu regardes même son grade, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, c'est quelqu'un qui a, c'est-à-dire parfois 300 000, et un peu plus même. Comment un adjudant-chef peut aller jouer au Paris Foot? Les adjudants-chefs au Cameroun gagnent suffisamment leur vie, ils gagnent décemment leur vie. Oui. À un moment donné, on s'interroge, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette frénésie? Pourquoi, cette soif de gagner toujours un peu plus? On s'interroge véritablement. Là, on se rend compte que il y a ça, c'est-à-dire le désir de fournir moins d'efforts, mais de gagner davantage. Et je crois que c'est l'occasion pour nous de rappeler cela à notre jeunesse. L'enrichissement, l'épanouissement socio-économique ne vient pas sans travail, sans effort. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi c'est un leurre, c'est un mensonge, c'est de la tromperie pure et simple que de croire que simplement avec des combinaisons, en déboursant 1000 francs, 10 000, je sais pas moi, 15 000, qu'on gagnerait tellement d'argent pour changer totalement sa vie. Ce n'est pas possible. C'est un leurre. C'est une sorte d'appât en fait que ces gens tentent comme ça, qu'ils ont tendu à la jeunesse pour lui ravir tout ce que cette jeunesse-là peut avoir. Oui, en effet, je pose la question de savoir, est-ce que l'État n'a pas assez, est-ce qu'il n'y a pas une législation, ou alors est-ce que l'État n'a pas mis des moyens de régulation du fonctionnement de ces jeux de hasard, interdisant bien sûr aux élèves et aux hommes en tenue d'avoir accès à ces milieux-là? Merci Pascal, je vais lire un article. Oui. L'article 16. L'article 16 notamment de ce décret qui a été signé en 2015 par le Premier ministre. Voici ce que l'article 16 dit. C'est-à-dire portant organisation organisation des jeux de divertissement, d'argent et de hasard. Article 16. Ne peut prendre part aux jeux de casino, au paris ou aux loteries publiques les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité civile. Donc les jeux de hasard sont en fait interdits aux mineurs. Et au Cameroun, la majorité civile, je crois, c'est à 21 ans qu'on l'a fait. Exactement. C'est-à-dire, une personne ayant moins de 21 ans n'a pas le droit de se retrouver devant les kiosques de Paris Foot ou dans les salles de Paris Foot. Mais allez-y voir dans les rues de Yaoundé. On rencontre des enfants de 10 ans, on rencontre des enfants de 12 ans, on rencontre des enfants de l'école primaire, on rencontre des mineurs. Le décret ne s'arrête pas là. Les militaires et personnels de maintien de l'ordre en uniforme. Allez-y voir au Carrefour Emilia. Allez-y voir à Mélène, à l'école de police. On rencontre des hommes en tenue devant les kiosques. Vraiment. Comme vous dites que tout va, c'est-à-dire n'importe comment dans notre pays, il y a de très beaux textes de loi, mais rien n'est respecté. Mais c'est-à-dire rien ne fait pour forcer l'application de ces textes. Les hommes en tenue se retrouvent dans les salles de Paris Foot, les enfants y sont, et tout va comme ça, sans ce dessus, sans ce dessous. C'est une véritable confusion. À un moment donné, il faut que l'État prenne véritablement la mesure de la chose. Il faut que l'État sévisse, il faut que l'État, n'est-ce pas, impose une certaine discipline dans la pratique de ces jeux-là. Il faut que l'État impose une certaine discipline dans la pratique de ces jeux, ici au Cameroun et même ailleurs. Je reviens à vous, Monsieur Mathieu Simo. L'histoire, n'est-ce pas, le contexte révèle également que les premiers pays à avoir pratiqué ces jeux de hasard seraient, n'est-ce pas, la Chine ancienne, la Rome, l'Égypte et l'Inde. Alors moi je vous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit comprendre de cet état des choses. En fait, il faut dire que de manière historique, les jeux de hasard ne datent pas de nos jours. Il serait même difficile, voire compliqué, pas de trouver une date, n'est-ce pas, de début de ces jeux-là.
cependant, c'est à l'époque où, si vous voulez, jadis, les jeux de hasard n'étaient pas donnés à n'importe qui. C'était pas des jeux ouverts à tout le monde. Oui. En effet, vous savez, il y avait deux classes. Il y avait une classe de bourgeois et une classe de personnes prolétaires. Oui. Et les jeux de hasard, en fait, c'était comme un divertissement que les bourgeois pouvaient se permettre de mener. Oui. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, les bourgeois se déplaçant, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements migratoires. Oui. À cette époque-là, se déplaçant, ils ont déporté ces jeux un peu partout dans le monde. Oui. Et nous avons quelques jeux qui, n'est-ce pas, ont fait une bonne période et qui même existent encore aujourd'hui. Oui. Je vais citer comme ça quelques-uns. Oui, allez-y. Je vais citer par exemple le jeu de Séné, qui est un jeu pratiqué en Égypte. Oui. N'est-ce pas, il y a de cela au moins 2000 années. Donc le but de ce jeu était de placer l'un des pions dans la dernière case qui représentait les cieux. Oui. Je vais citer le jeu que tout le monde connaît bien, à savoir Pile ou Face. Oui. Qui s'est développé avec exactement l'arrivée de la monnaie métallique. Oui. Oui, ça s'est développé avec cette arrivée. Et je vais citer aussi un autre jeu, le jeu des dés, le lancer des dés. Ce sont les premiers jeux que nous avions. Nous avions même aussi, n'est-ce pas, des jeux liés à la cryptographie. Et nous avions beaucoup d'autres jeux, oui, qui ont eu une naissance. Et surtout, j'allais oublier, n'est-ce pas, ces jeux de cartes qui ne datent pas d'aujourd'hui dans tous les cas. On peut déjà, au niveau des cartes, voir la symbolique pour comprendre véritablement ce que c'est. Oui. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci, monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu Simo, monsieur Joël Mathiac, on peut quand même remarquer que vers les années 1800, l'Église ayant pris acte de l'évolution des choses a marqué une opposition. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'Église marque encore cette opposition d'antan? Oui, merci Pascal pour cette question. Je crois que l'Église joue son rôle, hein, parce que le prélat est toujours en train d'interpeller par rapport à ce qui est péché, et je pense que j'ai des hasards sur un péché, bibliquement parlant. Oui. Peut-être je n'ai pas le texte biblique avec moi, mais tout ce qui est fait sur la base de la chance s'oppose à la foi. Oui. Et je sais, moi je connais bien le nom de Dieu, hein, qui, n'est-ce pas, dans leur prédication, leurs conseils, même leur entretien personnel, encourage au travail. La Bible encourage au travail. C'est-à-dire, Dieu même dit que le paresseux n'a pas droit au pain. Oui. Celui qui compte sur le jeu du hasard, c'est quelqu'un qui veut gagner sans travailler. Du moins, s'il veut gagner en réfléchissant, ça c'est ce qui se dit en réfléchissant un peu, oui, en analysant un peu, il peut gagner beaucoup d'argent. Donc l'Église vraiment fait son travail. Oui. L'Église fait son travail. Mais il y a toujours des bébés galeuses. Parce que quand vous parlez de l'Église, ça me rappelle une histoire où il y a quelques années ici. Oui. Je ne sais pas s'il faut caler ça dans les jeux de hasard, mais je ne sais pas si ça s'appelle la Milda, quelque chose comme ça, où j'ai vu, j'ai suivi, c'était énervant même à la limite, parce que même les pasteurs, hein, je veux le dire, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et même encourageaient même les églises tout entières, il y a des communautés de 1000 personnes ainsi engagées. Et on sait la suite et la fin de cette histoire qui était vraiment malheureuse. Oui. J'ai dit qu'il y a des bébés galeuses, mais l'Église fait son rôle. L'Église fait son rôle. L'Église prêche, n'est-ce pas, le travail, la foi. Oui. Et non, n'est-ce pas, la paresse, la lassitude qui s'oppose à la foi. Oui. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je crois que l'Église fait son travail. L'Église fait son travail. L'Église s'y oppose. Alors, je pose également la question de savoir, et qu'en est-il du rôle du gouvernement? Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement encadre cette histoire de jeu de hasard? Est-ce que le gouvernement
protège ces populations? Oui, dans les textes, je pense que M. Anissé l'a dit tout à l'heure, dans les textes, le gouvernement protège. Parce que le décret, je parle du décret dont il parle, ce décret numéro 2015-012 du 16 juillet 2015. Oui. C'est un décret qui est partout, ça peut se trouver dans les réseaux sociaux. Il faut taper et voir. Donc le gouvernement protège toujours. Parce que le gouvernement lui-même connaît que s'il ne protège pas, ça va aller dans tous les sens. Donc il y a un texte, bien les textes qui sont bien régis là. Le gouvernement fait son travail. Le gouvernement fait son travail. Donc du coup, à ce niveau, même maintenant c'est au niveau de la pratique. Oui. Il n'y a pas un suivi. Et on a l'impression qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui soient payés, n'est-ce pas, pour faire le suivi. Mais maintenant, qui? Et lorsque mon compagnonniste ici parle, n'est-ce pas, de ces hommes en tenue qui ne doivent pas et qui le font, et en même temps, ceux qui sont supposés assurer certaines sécurités, n'est-ce pas, on se pose la question, qui va le faire? Donc, ça va vraiment, c'est vraiment ça va dans tous les sens, c'est difficile à comprendre. Les textes disent, il ne faut pas, à un certain âge, mineur, on n'a pas le droit de se retrouver devant un kiosque de Paris Foot, par exemple. Mais on voit les jeunes même que les parents envoient valider les tickets. C'est même pas souvent l'enfant. Vous voyez, vous parlez de l'ignorance, ça commence même pas là. Il y a un enfant qui n'a même pas l'âge, mais son papa est à la maison parce que peut-être il est un peu fatigué. Et après une longue journée de travail, il envoie là au kiosque qui est au Carrefour pour valider. Mais qu'est-ce qu'on a fait à cet enfant? Que lui-même il peut le faire. Peut-être un jour viendra-t-il que c'est pas son droit qu'il a envoyé, supposons que la loi était rude, il viendra jouer. Donc je pense que c'est la pratique qui pose problème. Oui. Maintenant, je pense que c'est une problématique qu'on soulève ici. Qui va surveiller qui? Ou alors restons au niveau des têtes. Et lorsque peut-être l'État sera bourré de savoir que peut-être ça va dans tous les sens, et lorsque ça va décliquer quelque part, on va alors commencer à saisir ces gens-là qui jouent, peut-être là on va revenir. Je crois que ça fait mal, Pascal, ça fait mal à parler. Mais l'état des textes. Allô, monsieur Yapo, vous êtes là? Oui, je suis là. Monsieur Yapo, il faut noter que dès l'Antiquité jusqu'à nos jours, les choses ont beaucoup évolué. Au début, c'était de manière physique, de manière visible, n'est-ce pas? On se rassemblait, on jouait. Avec le temps, on se rend compte, n'est-ce pas, que même à la maison, on peut accéder à des jeux, étant à la maison avec son téléphone et une connexion, on peut miser, on peut faire des transactions de paris. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette évolution de votre côté? Ce sont des évolutions technologiques. On va dire que les promoteurs des paris sportifs profitent justement de ces évolutions technologiques. Malheureusement, ça démocratise encore un peu plus le pari sportif. Oui. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait justement de comment on surveille ou comment on met en application les textes de loi pour empêcher justement ceux qui n'ont pas le droit de contribuer au pari sportif. Déjà, la problématique, elle se pose en dehors même de toute cette évolution technologique. Oui. Mais elle s'aggrave encore avec les évolutions technologiques. Parce que l'enfant de 12 ans qui est dans son coin avec un téléphone, oui, qui parie, oui, personne ne sait ce qu'il fait sur son téléphone. Oui. C'est vrai, certaines applications ou sites internet vont demander l'âge, oui, avant de pouvoir accéder au site ou bien avant de pouvoir placer un pari. Oui. Mais si l'enfant de 12 ans, dès qu'il a 21 ans sur l'application, il n'y a pas de moyen de vérification. Oui. Je ne pense même pas que les vérifications soient faites au niveau de ces applications-là. Oui. Du coup, ça aggrave véritablement la problématique pour laquelle nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Oui. On va dire ça empire vraiment ce problème-là. C'est vrai, les évolutions technologiques sont toujours bien, mais spécifiquement dans ce sens-là, ça devient un cancer pour la jeunesse. Oui. Dans ce sens, ça devient un ulcère pour la jeunesse. On fait également le constat, n'est-ce pas, que beaucoup profitent de cette évolution. Aujourd'hui, les paris se passent dans tous les pays du monde. Aucun pays, n'est-ce pas, n'en échappe. Même
ces pays arabes, disons-le, monsieur Etémé, qui ont durci les lois, n'est-ce pas, aujourd'hui se sentent dépassés, rattrapés par les paris en ligne qui créent beaucoup de dégâts, comme vous l'avez si bien dit. Est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous pouvez affirmer qu'aujourd'hui, avec l'évolution des paris en ligne, il n'y a aucune voie, l'État n'a aucun contrôle sur ces paris? Aujourd'hui, c'est effectivement très difficile pour les différents États de pouvoir canaliser justement cette activité-là, parce qu'avec Internet, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Oui. Et aucun État n'a de pouvoir sur un autre État en termes de législation. Oui. Du coup, même si l'État met en place des législations de sorte à canaliser l'utilisation des paris sportifs sur Internet sur son territoire, parfois on peut juste rester sur le territoire et avec un VPN parier dans un autre pays, c'est tout à fait possible. Oui. Du coup, ça devient forcément très très difficile pour les États de pouvoir maîtriser la chose. Oui. Je ne vais pas dire impossible, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura une coalition des États, il y aura des solutions technologiques, je ne sais pas, oui. Mais en l'état, c'est presque impossible en fait à canaliser. Ça devient impossible à canaliser lorsqu'on analyse les fonctionnements, n'est-ce pas, de ces paris sportifs. Nous allons en parler tout à l'heure avec beaucoup de sincérité. Nous en parlerons en profondeur et merci de rester avec nous sur ce plateau. Nous allons prendre un élément que M. Yann va nous proposer. Je rappelle, M. Yapo, que c'est l'une de vos vidéos que vous avez eu à mettre à disposition dans les réseaux sociaux pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne en particulier et je suppose mondiale en général sur les dangers et les risques, n'est-ce pas, que les paris sportifs présentent sont aujourd'hui. Alors nous allons écouter cette vidéo qui certainement pourra enrichir plus d'un. Est-ce qu'on se verra là-bas? Recherche la puissance, recherche le droit, recherche le pouvoir que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde? Puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux. Allez bien, moi en tout cas je me porte très bien comme d'habitude. Nous sommes en plein dans la Coupe du Monde du Qatar et il faut l'avouer, cette Coupe du Monde est pleine de surprises, notamment avec l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, la Tunisie qui bat aussi la France et aussi le Japon qui l'emporte sur l'Espagne. Si toutes ces surprises sont faites justement pour ravir les cœurs des supporters des équipes qui n'étaient pas favorites au départ, ce sentiment n'est pas le même justement au niveau des personnes qui ont parié sur la victoire des équipes favorites. Nous allons donc parler de paris sportifs dans cette vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me porte très bien comme d'habitude. Aujourd'hui j'aimerais parler des paris sportifs dans cette vidéo parce que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et je trouve que ça devient inquiétant. J'ai fait la remarque sur mon fil d'actualité Facebook, je vois pas mal de personnes se plaindre de la perte de leurs paris. Je vois d'autres demander des conseils pour pouvoir effectuer des paris en ligne en utilisant une application dont j'ai tairé le nom dans cette vidéo. Cela m'a quand même interpellé parce que ce n'est pas une, deux ou trois publications que j'ai pu voir défiler sous mes yeux. Il s'agit de plusieurs dizaines de publications sur les paris sportifs. Ce phénomène m'a poussé à regarder ce que fait la LONASI, Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, pour justement sensibiliser sur les risques des paris sportifs et des jeux de hasard. Je me suis donc rendu sur le site internet de la LONASI. J'ai parcouru le site de fond en comble.
je n'ai vu nulle part sur le site un message qui interpelle sur la dangerosité des jeux de hasard et des paris sportifs. J'ai trouvé cela quand même assez choquant parce qu'en Côte d'Ivoire, la majorité des jeunes s'adonnent aux paris sportifs et aux jeux de hasard. Ce qui justement les conduit parfois à s'endetter, à s'isoler et aussi à entretenir leurs conditions de précarité sociale. Lorsque j'ai parcouru le site de la LONASI, je suis tombé sur un texte qui a attiré mon attention, notamment au niveau de la présentation de la structure. Je vais vous lire quelques paragraphes de ce texte. La LONASI est certifiée aux jeux responsables niveau 2 de la WLA, World Lottery Association, et est résolument engagée dans un processus de certification sur l'ensemble des périmètres de son activité que sont le management, la sécurité et l'environnement. Depuis 2015, la LONASI affiche un taux de croissance annuel supérieur à 20%, ce qui lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 92 milliards en 2018. Les projets en cours et à venir se rapportent essentiellement à la poursuite de la modernisation, à l'extension du réseau et à la diversification du portefeuille des produits. Enfin, la LONASI entend accroître au fil des années ses actions sociales au bénéfice des populations défavorisées et contribuer de façon significative à la politique gouvernementale de lutte contre la pauvreté dans notre pays. Comme vous pouvez le voir, les paris sportifs et les jeux de hasard rapportent beaucoup d'argent à la LONASI. Mais pendant ce temps, il y a une grosse frange de la population qui justement s'appauvrit sans même s'en rendre compte. La LONASI le dit elle-même. En 2018, elle a eu un chiffre d'affaires de plus de 92 milliards de francs CFA. 92 milliards de francs CFA. Vous imaginez ce que ça représente en termes de manque à gagner pour la jeunesse? Je pense qu'à un moment, il faut se réveiller et se prendre en main. Il faut aussi que la LONASI, en dehors de la quête justement de chiffre d'affaires, en dehors de la quête de croissance, puisse sensibiliser justement sur les dangers que représentent les paris sportifs et les jeux de hasard. J'ai essayé de regarder les publicités de la LONASI. C'est encore une fois assez choquant parce qu'à la fin de chaque publicité, la LONASI ne met aucun message qui interpelle justement sur la dangerosité des paris sportifs. Nulle part ils ne disent que les paris sportifs peuvent être accros, provoquer un risque de surendettement, provoquer un risque d'isolement et tous les dangers qui vont avec. Je pense que c'est une grosse erreur de la LONASI que de communiquer de la sorte. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est surtout le dernier paragraphe. Je vais vous le relire. Enfin, la LONASI entend accroître au fil des années ses actions sociales au bénéfice des populations défavorisées et contribuer de façon significative à la politique gouvernementale de la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Voyez-vous, la LONASI s'engage à lutter contre la pauvreté, mais en même temps, d'une manière ou d'une autre, elle empêche justement cette jeunesse-là de pouvoir sortir de la pauvreté en la dépouillant du peu d'argent qu'elle a. Je pense qu'il faut que la LONASI se ressaisisse, mais aussi et surtout que la jeunesse se prenne en main et qu'elle se ressaisisse également. Je pense que les résultats surprises de ce mondial de football doivent être une leçon pour les parieurs sportifs. La LONASI ne va probablement pas vous aider à réduire la fréquence de vos paris. C'est donc à vous de pouvoir vous prendre en main et de comprendre que vous êtes dans un cercle vicieux duquel vous risquez de ne pas vous en sortir si vous ne vous prenez pas en main dès maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, toute cette situation m'amène à me demander s'il ne faut pas envisager l'interdiction des paris sportifs. Je sais que c'est quand même assez fou d'aller jusque-là, mais si cela peut permettre justement à une jeunesse désœuvrée de pouvoir se prendre en main, je pense que c'est le pari à placer. J'espère que cette vidéo emmènera certaines personnes à prendre conscience du danger que représentent les paris sportifs et les jeux de hasard,
et qu'elles se prendront très rapidement en main. N'hésite pas de ton côté à partager cette vidéo avec tes proches ou avec tes connaissances, de sorte à pouvoir sensibiliser un frère ou une sœur sur les dangers et les risques encourus lorsqu'on est accro aux paris sportifs. Merci bien et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut. Auditeurs de la 99.5 FM, c'est toujours votre émission Focus sur la jeunesse. Nous parlons ce soir des paris, des jeux de hasard et d'argent. Et je suis toujours avec mes 4 panélistes que vous connaissez très bien. Et je rappelle à la fin utile que nous attendons vos réactions au 659 73 68 96 659 73 68 96 ou le 654 87 13 99 654 87 13 99. Monsieur Yapo, vous êtes toujours là? Monsieur Yapo? Allô, monsieur Yapo? Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant très bien. Vous avez réalisé... Je suis là. Vous avez réalisé cette vidéo avec riche d'informations. Vous nous révélez, n'est-ce pas, que de ce qui est de la Côte d'Ivoire, la LONASI qui s'occupe de la régulation des paris sportifs a fait, n'est-ce pas, en 2018 un bénéfice de 92 milliards. Et vous insurgez par rapport à cela, disant que la LONASI profite de la pauvreté pour s'enrichir et prétend combattre la pauvreté des jeunes, s'il faut le dire ainsi. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été compris, d'avoir été écouté, d'avoir été entendu? J'ai eu quelques retours des personnes qui ont pu suivre la vidéo, non pas des autorités, mais simplement de mes abonnés. Oui. Il y en a qui sont venus prendre conseil avec moi, mais ce qu'il faut dire, c'est que quand je faisais cette vidéo, je n'avais pas les derniers chiffres de la LONASI. Oui. Plus tard, j'ai découvert que la LONASI en 2022 a fait un chiffre d'affaires de 400 milliards. 400 milliards de francs CFA. Wow. Donc, en 2018, on était à 92 milliards et en 2022, on passe à 400 milliards de francs CFA. Oui. Vous voyez que ce chiffre montre clairement l'ampleur des paris sportifs au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui. Et là, on ne parle que de la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir été compris? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir été entendu? Je ne sais pas non plus. Mais on ne va pas arrêter le combat, on va continuer à sensibiliser, oui, à parler avec les gens, à parler avec la jeunesse surtout. Oui. Et puis on espère qu'il y aura une issue favorable à tout ça. Oui. Merci pour votre intervention. Restez toujours avec nous. Anissé, 400 milliards de bénéfices pour les paris sportifs. De bénéfices, ça il faut bien le préciser. 400 milliards en 2022. Anissé, c'est clair que dans ce pays, comme le pasteur Franklin le disait dans l'une de ses émissions, que on ne parle pas, on ne communique pas, on ne sait pas combien est-ce que les paris sportifs rapportent, mais ce qui est clair, c'est que au vu de ce qui se passe, c'est nettement énorme, des sommes énormes qui entrent chaque jour, chaque mois, chaque année. Alors Anissé, 400 milliards de bénéfices, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Merci Pascal. J'en ris un peu. 400 milliards, il faut dire que cet organe, la LONASI, oui, c'est celui-là qui est chargé comme ça de réguler ce secteur en Côte d'Ivoire. Oui. Et là, on ne parle pas des promoteurs. Oui. On ne parle pas des promoteurs. Oui. Donc, si déjà cet organe a pu engranger des bénéfices aussi pharaoniques, allons voir combien ces promoteurs véreux des paris sportifs ont pu comme ça mettre dans leur cagnotte. Oui. Il faut dire que
les paris sportifs et tout ce qui est jeu de hasard, cela n'a pour seul but que de pressurer, de saurer comme ça, de saigner à blâme les parieurs. Nullement l'objectif de ces gens n'est d'aider c'est-à-dire la population qui est déjà mal en point, qui est comme ça paupérisée, qui tire le diable par la queue, comme on le dit chez nous, pour essayer de s'en sortir. Ces chiffres devraient nous interpeller, devraient interpeller ces jeunes. Ces gens se la roulent comme ça, carrossent, ils vivent dans toutes sortes d'aisance, pendant que vous courez comme ça après des petits gains de 7 000, 5 000, 50 000 et tout. Moi, j'aimerais voir quelqu'un qui a bâti sa vie avec les paris sportifs. J'aimerais voir un jeune qui va me dire, voilà, j'ai pu me marier, j'ai construit une maison et je nourris ma famille avec les jeux sportifs. Ça n'existe pas. C'est juste pour vous entretenir, c'est-à-dire dans une sorte de rêve. Puisque quand aujourd'hui tu gagnes 7 000, 10 000, peu importe, même si c'est 400 000, c'est un argent qui, la plupart du temps, c'est-à-dire on l'utilise comme ça, puisque c'est un argent qu'on a obtenu aussi comme ça. On l'utilise rapidement, on le brûle, on achète des chaussures, un gros téléphone, on boit, on sort avec les amis, on se réjouit. Et le lendemain, on n'a rien du tout. On ne construit pas sa vie avec ça. On ne peut pas prendre soin d'une famille avec ça. Et moi, je ris lorsque j'entends certaines personnes témoigner et dire, voilà, je nourris ma famille avec ça. Mais c'est faux. C'est archi faux. On ne peut pas nourrir sa famille avec les paris sportifs, avec ces gains minables là et tout. On ne peut pas. Donc, que les uns et les autres se prennent conscience. Je crois que on ne peut pas compter comme ça sur nos gouvernants. Ce n'est pas leur problème. On se rend compte de plus en plus que les gouvernements du monde ne s'occupent pas tellement de leur population. Que ce soit sur le continent africain, que ce soit ailleurs. Nous voyons, il y a, c'est-à-dire chaque jour qui passe, des décisions vraiment défavorables aux populations qui sont prises. Que ce soit en France, on a vu ce qui s'est passé avec la mascarade Covid-19. C'est-à-dire des mauvaises décisions ont été prises et ces décisions ont occasionné comme ça la mort des vieillards, c'est-à-dire la destruction de plusieurs emplois, et il y a eu toutes sortes de manifestations. Voilà encore par exemple avec la crise en Ukraine, des mauvaises décisions sont prises. C'est-à-dire, on met des sanctions et ces sanctions ont un effet boomerang sur ces pays européens là qui se retrouvent comme ça en grosse difficulté, et c'est la population qui paye comme ça les pots cassés. Donc c'est à chacun de prendre conscience qu'en fait, il faut bâtir sa vie par le travail. Que les jeunes, ceux qui ont abandonné l'école, croyant qu'ils vont s'enrichir en 1 mois, en 3 mois, très rapidement par les paris sportifs, qu'ils prennent conscience qu'ils ont besoin de rentrer à l'école. Il faut étudier, se faire former et travailler. C'est ce qu'il faut. Et vraiment, jeter comme ça à la poubelle cette histoire de paris sportifs. Vraiment. Monsieur Mathieu Simo, on voit les faits qui révèlent davantage de ce qui est les paris sportifs, que les matchs sont truqués, n'est-ce pas, et il y a, le secteur est tellement structuré que ces firmes, n'est-ce pas, qui s'occupent des paris ont tout un arsenal d'ingénieurs informaticiens, ont tout un arsenal de mathématiciens, ont tout un arsenal de statisticiens. Est-ce que la jeunesse qui s'engage dans ces paris sait qu'elle est manipulée? La vérité, c'est que cette jeunesse est inconsciente, vraiment inconsciente. Inconsciente dans la mesure où, en réalité, elle ne fait que du suivisme. Tout dépend à la base, n'est-ce pas, de ce qu'elle voit, et de ce que nous leur présentons. Quand je dis nous, je parle des parents, je parle des adultes, ou même de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont une certaine autorité. Parce que comme le disait mon co-panéliste, si un enfant va à l'école et voit par exemple son papa parier quelque part, alors il comprendra que ce que son papa fait, parce que son papa c'est son modèle, est une chose normale. Donc par conséquent, lui-même, peut-être au retour des classes, pourra parier. Maintenant, pour revenir sur le plan scientifique, parce que c'est important d'y revenir, il faut dire que les jeux de paris
sont déjà des jeux scientifiquement travaillés. Oui. Lorsque nous faisions la classe de terminale, il y a une partie, n'est-ce pas, de cours que nous faisions, un chapitre particulièrement qu'on appelle probabilité. Probabilité, oui. Ce que nous définissaient nos professeurs comme étant le calcul des chances. Oui. Vous voyez, figurez-vous, lorsque vous voulez, par exemple, lancer, je prends un exemple d'un jeu banal, par exemple, vous avez un dé, vous avez deux dés, vous voulez lancer, et avec les mathématiques, avec la science, on est capable de voir jusqu'à combien de lancers il faut effectuer pour avoir la chance d'obtenir peut-être un chiffre pair. Oui, oui. Après un lancer de 2 dés. Oui. Vous voyez, on calcule, et quand on entre un peu plus en profondeur, lorsqu'on ne peut même pas calculer par cela, on peut entrer dans ce qu'on appelle une estimation de calcul de chance. Oui. Et là, on avance aussi avec un autre chapitre qui va dans le même sens, à savoir les statistiques. C'est-à-dire, on commence à évaluer les statistiques de comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir obtenir gain de cause par rapport à une telle ou telle chose. Oui. Revenons aux jeux sportifs, dans les matchs de football particulièrement, il faut dire que c'est de la mafia en fait. Oui. Parce que la plupart des clubs, ou mieux, les dirigeants des grands clubs que nous connaissons là dehors, sont pour la plupart actionnaires de plusieurs jeux en filigrane. C'est-à-dire, c'est ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, ça fait donc que c'est des choses qui dépendent parfois du pari que les uns les autres ont eu à mener. Oui. Bon, je ne sais pas. Un match peut se jouer et on se rend compte qu'en fait, l'équipe qui est censée gagner, n'est-ce pas, a moins de paris que celle qui est censée perdre. De manière, je sais pas, de manière qualité, balayer autre chose. Mais par rapport à ce pari, vous voyez, on trouve toujours un moyen de pouvoir détourner le match. Je sais pas, moi je parle comme ça là. On trouve un moyen de pouvoir détourner ce qui scientifiquement, je sais pas, prévisionnellement devrait être. Oui, oui. Et après, on se retrouve à ce que une équipe, l'équipe la plus faible, perd le match face à l'équipe qui est censée être la plus forte. Oui, ce sont des cas qui sont souvent arrivés. Et j'aimerais rappeler à toutes fins utiles aux auditeurs que si le Barça joue contre le Coton, un club du Cameroun, si les parieurs, n'est-ce pas, si ceux qui détiennent les clés du pari ont décidé que le Coton va battre, assurez-vous, le Coton battra le Barça, et simplement parce que beaucoup de gens iraient miser pour le Barça, sachant que naturellement, Barcelone ne peut pas battre Coton Sport. Et c'est effectivement, Mathieu, juste pour te relancer, oui. Oui, c'est pourquoi vous verrez au niveau de ces jeux, lorsque vous prenez les petits journaux, oui, il y a ce qu'on appelle les cotes. C'est-à-dire, il y a des cotes, et les cotes sont faites de telle façon que l'équipe s'en sert la plus faible, à la plus grande cote en termes de mise. Oui, oui. Et vous voyez, et ça fait qu'en fait, les gens se mettent à miser gros, permettez-moi l'expression, à miser gros par rapport à cette équipe. Oui. Vous verrez, un jeune va vous dire, je vais miser 100 francs. Et en misant 100 francs, il a espoir de gagner 2 millions. Oui. Il a espoir de gagner 2 millions avec 100 francs. Oui. Comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs matchs, parce que il y a plusieurs jeux, et il essaie de faire ses calculs sur plusieurs en même temps. Ça veut dire il parie sur 10 matchs à la fois. Et ce qui est curieux, c'est que sur les 10 matchs pariés, si un seul est raté, alors annulé, il perd tout son argent. Oui. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est ça qui attire davantage les jeunes à se jeter dans ce genre de choses. Mais moi, je vais donner un conseil aux jeunes. Oui. Fuyez la facilité. Oui. Fuyez la facilité, oui, et mettons-nous au travail. Travaillons à être compétents dans nos différents domaines. C'est vrai que c'est pas peut-être le moment, mais c'est important déjà de le rappeler pour que les jeunes comprennent que chaque chose qu'on obtient facilement n'est pas quelque chose qui pourra perdurer, comme le disait mon frère Anissé Témé.
659 73 68 96, c'est le numéro vous pouvez composer pour donner vos points de vue. 659 73 68 96 ou alors le 654 87 13 99. 654 87 13 99. Monsieur Joël Mathiac, je viens à vous, on remarque, n'est-ce pas, qu'il y a de plus en plus de sociétés qui naissent, il y a de plus en plus d'agences de Paris et même près des établissements scolaires, près des lieux d'hôpitaux, près, n'est-ce pas, des centres de formation. On installe des maisons de paris sportifs. Est-ce une bonne manière d'encourager les jeunes à gagner de l'argent? Oui, parce que peut-être avant de répondre à cette question, moi, je consultais déjà mon téléphone, mon messagerie. Oui. Et je me suis rendu compte que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu d'un opérateur téléphonique, n'est-ce pas, ce genre de message à caractère, vous pouvez gagner gros. Oui. Il y a une fameuse chanson c'est temps à chacun sa chance. Oui. Parce que moi, ça fait les panneaux publicitaires qui sont affichés partout là. Oui. Donc, je prends même l'exemple de quelqu'un qui n'a même pas une idée de ce que c'est que le pari foot. Mais qui a un téléphone, même si ce n'est pas un téléphone Android, il va recevoir un message. Où on lui parle il y a déjà des publicités téléphoniques là où on t'envoie. Je me souviens en fin d'année là, tu peux gagner une voiture, tu peux gagner une villa et tout. Ne parlons pas seulement des paris sportifs, mais oui. C'est vraiment un jeu de hasard. Oui, oui. C'est un jeu de hasard, je suis assis chez moi, je n'ai même pas une idée. Je suis au village peut-être au fin fond là. Oui. Parce qu'il y a le réseau, j'ai un téléphone, je peux communiquer, je peux recevoir des messages. Et quelqu'un va me parler, et je reçois un message d'un opérateur de téléphonie. Parce que là, c'est l'opérateur de téléphonie qui fait sa part de jeu de hasard, qui propose sa part de jeu de hasard. Oui. Tu peux gagner de tombola, merci, tu peux gagner de l'argent en faisant ceci, en faisant un transfert de cela, de ceci. Et surtout, je peux déjà répondre à la question parce que c'est des éléments qui étaient là pensés dans mon tête. Oui. J'ai un de mes élèves qui m'a dit il y a quelques années que lorsque vous jouez et qu'à un moment donné, on sent que vous allez même gagner gros, ces gens vous appellent, ils vous appellent même pour négocier avec vous que bon, on peut te proposer telle somme-ci, est-ce que tu pouvais prendre telle somme-ci ou alors encore accepter jeu. Vous voyez, donc ça veut dire que si le jeune était même très intelligent, il devait comprendre que ces gens ne sont pas sérieux. Comment est-ce que je suis en train de jouer? Je suis peut-être à 95%, n'est-ce pas, de ma victoire, peut-être de remporter le jackpot. Oui. On m'appelle pour me proposer une somme d'argent. Ça montre que c'est du flou, c'est la malhonnêteté. Vraiment, ne cachons pas les mots. Oui. Et pour revenir à la question, Pascal, ce n'est pas une façon c'est pas une manière de gagner de l'argent, ça. Aucun pays sérieux ne peut accepter que ses citoyens gagnent de l'argent derrière les jeux de hasard. Et mon frère de la Côte d'Ivoire, Yapo, je crois bien, l'a si bien dit. Le nom déjà indique tout. Jeu de hasard. Qui parle de hasard parle de la chance. La chance, c'est aléatoire. Ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver. Oui. Et la plupart des temps, c'est que ça n'arrive même pas. Moi, j'ai connu des papas qui ont vendu leur maison, leur propriété derrière cette histoire de jeu de hasard. Oui. Je vous assure, qui se sont retrouvés sans aucune maison. Peut-être parce que dans un premier temps, il avait joué, il a gagné. Et c'est comme une drogue, il a rejoué, et cette fois-ci, il est allé de perte en perte, au point où ils se sont retrouvés sans abri. Ce que je dis là, beaucoup de Camerounais, et même d'Africains, et même des gens dans le monde, peuvent le témoigner. Oui. Les gens qui perdent leurs propriétés, leurs richesses, leurs fortunes, parce qu'ils les voilà démunis. Oui. Les voici les sans-abri. Les voilà sans. C'est-à-dire que même leur famille, par exemple, si on veut même toucher le côté social maintenant, et familial, c'est que ta famille va te fuir. Oui. Parce que ce papa pouvait me nourrir hier, aujourd'hui il ne peut plus me nourrir. Il pouvait rationner, il pouvait m'envoyer à l'école, aujourd'hui il ne peut plus m'envoyer à l'école. Donc, parce que pour dire que ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent. Oui. Les pays sérieux. Nous sommes des Africains, on peut dire que nous avons été colonisés et tout. Voyons les pays sérieux, ils nous ont enseigné comment faire pour réussir. Et je pense que c'est des moyens fondamentaux, des moyens légaux, des moyens qui ont fait les preuves. Oui. Celui qui se lance dans une affaire peut multiplier son argent en faisant son affaire. Ça peut être du commerce, ça peut être une boutique, ça peut être n'importe quelle affaire qui soit bonne. Mais cette affaire-ci, elle est mauvaise. Elle est de mauvais goût en plus. Donc, ce n'est pas une manière d'encourager la jeunesse.
Et pour terminer, parce que tu me permets, oui, ne ciblons pas seulement la jeunesse. Vraiment, c'est vrai, on voit beaucoup les jeunes parce que ils doivent grandir. Et ils sont innocents. Mais j'ai même vu un jour une femme jouer à cette histoire. Vraiment. Et tu te poses la question, une maman, qu'est-ce qu'elle va me faire? Vous voyez, donc c'est pas l'histoire de jeunes seulement, mais c'est l'histoire de toute la société. C'est toute la société qui est comme c'est je crois qu'il peut rester un jour, n'est-ce pas, dormir et se réveiller avec des milliards. Oui. Non, mais ce n'est pas ça. Peut-être qu'ils ont calculé ça sur un mauvais modèle, peut-être on leur a mal expliqué. Il faudrait qu'on les dise sur ce plateau que Bill Gates est riche aujourd'hui. Tout le monde connaît. Même sur Internet, tu entres. Oui. Ce n'est jamais derrière un jeu de hasard. Oui. Oui. Dangote est ce qu'il a aujourd'hui. Ce n'est jamais un jeu de hasard. Oui. Oui. On peut citer des cas comme ça qui sont des modèles dans l'Afrique et même dans le monde entier et même sur le plan local, n'est-ce pas, même dans les pays. Des gens qui se sont enrichis sur la base du travail. Oui. C'est des gens qui ont commencé, on peut même dire qu'il a commencé en vendant peut-être des arrachés. Oui. Il avait une boutique et voilà, il s'est fait une capitale. Pourquoi est-ce que la jeunesse voudrait se perdre? Il n'y a personne, je l'ai dit au départ, je l'ai dit, qui va créer sa société pour perdre. Oui. Ça, c'est une société qui existe. Oui. Malheureusement, que notre jeunesse comprenne. Et il y a un dicton, fameux dicton, si jeunesse savait vraiment ce qui les attend devant, ils se rangeraient du côté de la vieillesse qui pouvait. Merci beaucoup. Ah, j'espère que les jeunes nous écoutent et un auditeur en ligne. Non, l'auditeur est parti. J'espère que les jeunes nous écoutent effectivement et qu'ils sont en train de prendre avec beaucoup de sérieux ce que nous disons sur ce plateau. Cette histoire est très grave, rassurez-vous. Et ces gens ne sont pas là pour vous faire cadeau, vous ne gagnerez jamais. Anissé, pendant que je faisais mes recherches, j'ai écouté le témoignage de ce monsieur, peut-être qu'il fallait qu'on mette ça, de ce monsieur qui a non seulement misé, justement parce qu'il était face à un cas où, j'ai dit du n'importe quoi, le Barça joue contre le Canon de Yaoundé, il a encouragé sa famille à miser, n'est-ce pas, pour le Barça, lui-même il a misé, mais malheureusement, le résultat a été contre ce qu'il attendait, ils ont perdu et voilà, ce monsieur a décrit avec beaucoup de tristesse que pendant pratiquement 2 mois, il ne parlait pas avec ses enfants. Oui, Pascal, il faut rappeler à nos auditeurs que actuellement, avec ceux qui suivent l'actualité sportive doivent être au courant. Oui. Le Barça a des démêlés présentement avec la justice pour ces affaires de fraude, d'achat d'articles et tout. Donc il faut dire que nous sommes en plein comme ça dans l'univers de la mafia. Exactement. Dans l'univers du faux, dans l'univers du mensonge, de la manipulation, de la tromperie. C'est ça les paris sportifs, c'est ça le monde du football. Oui. On achète les matchs, on achète les arbitres, tout se vend là-bas. Oui. Tout se vend, tout s'achète. Donc les jeunes doivent véritablement prendre conscience. Ils sont en fait les proies. C'est eux les proies de ces gens-là. Oui. Et on les appâte, on les attire avec l'illusion d'un gain facile. Oui. Et quand ils se lancent comme ça, sans réfléchir, alors ils sont broyés, ils sont mangés et ils se retrouvent comme ça, c'est-à-dire qui dans le banditisme passé, il faut le dire. Plusieurs jeunes se sont retrouvés comme ça en train de voler parce qu'ils n'avaient plus rien du tout. Exactement. Ils ont tout parié, ils se retrouvent comme ça, ils volent à la maison. Le porte-monnaie de maman devient comme ça le distributeur de biens où ils piquent, c'est-à-dire à tout moment et tout. Et pendant que des nobles citoyens se battent comme ça à travailler, ce sont ces jeunes-là qui souvent attendent les gens dans des coins avec des blancs, avec des armes blanches comme des couteaux, comme des machettes et tout. Or, il pouvait se contenter de ce qu'il avait, mais il a voulu multiplier et ça a tourné au vinaigre comme on dit trivialement. Donc, jeunes gens, prenons conscience, travaillons et mangeons comme ça paisiblement le fruit de notre dur labeur. Travaillons comme monsieur Etemé l'a si bien dit. J'aimerais dire à toutes fins utiles que ces sociétés ne sont pas là pour vous faire cadeau, chers jeunes. Derrière chaque parieur, il y a ce qu'on appelle les traders, des gens, des informaticiens qui sont mis là pour vous traquer,
pour surveiller, ils surveillent vos paris, ils surveillent vos transactions. Et si jamais quelqu'un venait à rapporter gros, ceux qui rapportent gros, on les appelle des requins. Et rassurez-vous, des parieurs requins, je veux dire, on n'en veut pas dans ces firmes. Les parieurs requins, soit on les traite d'une manière très dure, soit on les bloque, on les empêche de remiser, soit quand ils ont gagné, on fait disparaître, n'est-ce pas, le ticket, si je puis le dire ainsi. Ou alors, si jamais ils venaient à rapporter gros, on les appelle, on négocie avec eux pour leur donner juste leur mise. Et le gain, on leur donne pratiquement rien. Je crois que M. Mathiak l'a souligné tout à l'heure. Ces firmes sont là pour nous braquer. C'est du braquage à ciel ouvert. Et vraiment, c'est triste de voir que l'État permet ces choses. Les gouvernements semblent être impuissants ou même peut-être complices. En ici, on ne sait pas. Monsieur Yapo, vous êtes là? Oui. Vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt vos confrères panélistes. Alors, nous entrons vers la porte de sortie. Le temps nous est imparti. Est-ce qu'avec vous, on peut savoir à quoi est-ce qu'un jeune qui s'engage dans les paris doit s'attendre comme conséquence? Oui, bien sûr. Il faut savoir que les jeux de hasard ont très souvent des conséquences négatives. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de le dire tout au long de cette émission. Oui. Et parmi ces conséquences négatives, j'ai noté 4 conséquences principales, notamment la dépendance. Certaines personnes peuvent développer une dépendance au jeu de hasard, ce qui peut avoir des conséquences graves pour leur vie personnelle et professionnelle. Oui. La dépendance au jeu de hasard est considérée comme un trouble du contrôle des impulsions et peut être difficile à traiter. Donc, en général, on devient dépendant, c'est un peu comme la drogue justement, comme le disait l'ancien. Oui. Quand on commence, le fait pour nous d'être dans une espérance de gagner, ça se manifeste comme une drogue qui va nous plonger dans la dépendance. Oui. Et cette dépendance, justement, peut nous créer des problèmes financiers, ça peut nous créer des problèmes de santé mentale, on peut devenir dépressif, on peut culpabiliser parce que très souvent on se dit j'aurais pu mettre cet argent-là dans telle chose ou bien l'utiliser à bon escient, mais je suis allé, entre guillemets, le jeter à la poubelle. Ça fait qu'on est pensif, on est dépressif, on culpabilise. Voilà, on a aussi des problèmes sociaux, parce que les paris sportifs peuvent créer des problèmes d'isolement. Oui. Ça peut créer des problèmes avec la famille. Oui. Oui. Parce que certains jeunes vont peut-être voler l'argent de maman, comme on le disait tout à l'heure, voler l'argent de papa pour aller parier et ensuite perdre cet argent. Il y a certains jeunes qui vont se retrouver en train soit de voler dans la rue, de voler des personnes honnêtes qui vont travailler, chercher leur argent à partir de la sueur de leur front. Oui. Il y en a d'autres qui vont devenir des brouteurs parce qu'ils ont besoin d'argent justement pour combler le vide que les paris sportifs ont créé. Oui. Vraiment, il y a beaucoup de conséquences. Là, je cite que 4, la dépendance, les problèmes financiers, les problèmes de santé mentale, les problèmes sociaux, mais il y a plein d'autres conséquences qui peuvent naître justement des paris sportifs. Oui. Merci pour cette intervention. Nous restons toujours avec vous. Monsieur Epine, des compliments. Tout à l'heure, notre ami Yapo a utilisé le mot brouteur. Oui. Voilà. Je crois que les brouteurs, ce sont ces jeunes-là qui s'en vont pactiser. Oui. Ils s'en vont pactiser comme ça pour devenir rapidement riches. Oui. Et on en voit sur les réseaux sociaux qui montrent comme ça de façon ostentatoire beaucoup d'argent. Voilà, c'est-à-dire pour bluffer les gens, pour leur dire voilà, moi je suis devenu riche. Et très souvent, quelques temps après, on voit ces mêmes jeunes soit fous, soit c'est-à-dire dans un état vraiment pitoyable, lamentable. Oui. Donc c'est un peu ça. Ce qui arrive souvent aussi à ces jeunes qui se livrent au jeu de hasard, c'est que
parlant toujours du vol, il y en a qui se retrouvent comme ça en train de vendre tout ce qui passe sous leurs yeux. Oui. C'est-à-dire, ils piquent des articles à la maison qu'ils revendent parfois à vil prix, juste pour avoir de quoi continuer à parier. Oui. Et là, c'est un sérieux problème. Il y en a qui parient comme ça avec leurs frais de scolarité. Il y en a qui vendent leurs livres, c'est-à-dire leurs manuels scolaires. Oui. Ils vendent absolument tout à vil prix, juste pour pouvoir continuer à parier. Donc c'est un véritable problème. Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'intérêt dans cette affaire-là. Monsieur Simon, des compléments peut-être? Bon, ce qu'on va dire, c'est que il y a plusieurs jeux de hasard, que généralement ça commence à la base. Oui. Qu'est-ce que je veux par là dire? En fait, vous allez remarquer que entre enfants, il y a déjà des jeux qu'on ne devrait pas encourager. Oui. Peut-être que certains pensent que ce sont des jeux à titre éducatif. Moi, je vais parler par exemple de chercher le mot, qui pour moi est un jeu de hasard. Mais je vais aussi parler par exemple des jeux de dés qu'on voit parfois les jeunes faire. Et même le jeu des cartes. Moi, je pense que s'il y a quelque chose à dire comme complément, c'est que on devrait rapidement interdire ces jeux à tous les enfants. Là, ce sont les mesures, on en reviendra tout à l'heure. Oui, monsieur Etemi. Oui, je voudrais ajouter autre chose, Pascal. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui au Cameroun, nous avons beaucoup de problèmes avec la monnaie, avec les jetons. Oui, les pièces ont effectivement, oui, très important. Oui. Ces pièces nous ont été comme ça volées, elles ont été pillées par les machines à sous qui ont été comme ça installées partout dans nos rues par les Chinois. Donc notre monnaie que nous recherchons sans la trouver aujourd'hui, elle est, je ne sais pas moi, peut-être dans des bateaux entre l'Afrique et la Chine, ou bien dans des usines où ces pièces-là sont transformées comme ça pour en faire des bijoux. Oui. Mais aujourd'hui au Cameroun, on a des sérieux problèmes. Parfois tu dis 400 telle destination, on te demande si tu as les pièces. Oui. Oui. On a des sérieux problèmes avec les jetons aujourd'hui. Pourquoi? Les machines à sous ont tout pillé. Oui. Et aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, on n'a que nos yeux. C'est un véritable problème. Et je crois que l'État est vraiment en train de prendre acte de la gravité, n'est-ce pas, que nous posent ces jeux de hasard. Monsieur Mathiak, des compléments? Oui, je voulais dire que ces jeux de hasard, justement, ont un impact économique très sérieux. Oui. Moi, j'ai fait des recherches au l'Institut national de la statistique et des études économiques en France. Oui. N'est-ce pas, en mai 2005, avait essayé d'évaluer les dépenses des ménages français, n'est-ce pas, liées aux jeux de hasard et d'argent. Et entre 1970 et 2004, oui, on est passé de 0,37 milliards d'euros en 1970, hein, oui, pour 8,30 milliards d'euros, soit en termes de francs CFA 240 milliards de francs CFA en 1970 pour 5395 milliards. Wow. Donc il faut voir que déjà c'est sur le plan économique ça ruine. Oui. Et pour dire que si même les politiques, je ne maîtrise pas, je ne suis pas fiscaliste, mais si les politiques de fiscalité ne sont pas de nature à redonner un bon pourcentage au pays, oui, oui, qui peut-être accepte ces jeux de hasard-là, ça fait fuir les devises. Oui. Ça fait fuir les devises, parce que ça nous ramène à terre. Ça veut dire que ça met notre économie, ça diminue notre économie au profit de notre économie, de notre pays. Le confrère a cité, il a si bien dit les jeux des pièces là où des machines à sous où on utilisait des pièces d'argent. Oui. Aujourd'hui, il a même peut-être pas bien précisé. C'est-à-dire que tu as 500 francs, tu veux prendre une destination taxi, tu payes 400 francs, là tu as remboursé 100 francs, on ne peut pas te payer 100 francs parce qu'il n'y a plus de pièces. Oui. Il n'y a plus de pièces. Vraiment. On te demande si tu as la monnaie. Et mon épouse m'a dit au marché, on ne rembourse presque plus. Les commerçants n'ont plus de pièces. Ou alors ils ont écart, je ne sais pas. Oui. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas. Si tu vas chez un commerçant et que tu voudrais dépenser 1200 francs, dans 1500 francs, tu es obligé de dépenser 1500 francs. Bien en fait, les chiffres vont de 500 à 500. Oui. Donc, c'est un impact économique très sérieux qui nous affecte, qui affecte déjà le joueur, le parieur, le jeune. Ce jeune-là,
qui s'en va, qui joue, il est impacté économiquement et c'est la famille aussi et la société en même temps. Oui. Monsieur Yapo, vous êtes là certainement. Je ne vous ai pas bien entendu. Je demandais juste si vous êtes encore là et je suis content de savoir que vous êtes encore là. Alors, vous avez peut-être des ajouts par rapport aux conséquences? Par rapport aux finances? Aux conséquences, je veux dire, les conséquences des jeux de hasard. Est-ce que vous avez des ajouts à faire différemment de ce que vous avez énoncé? Non, pas vraiment, mais si j'ai peut-être quelque chose à ajouter, c'est justement m'adresser directement à la jeunesse, pour lui dire que les conséquences sont palpables, que ce soit ce que j'ai cité ou ce que les autres ont ajouté, il y a effectivement des conséquences négatives. Et pour éviter justement d'avoir à chercher des solutions, lorsque ces conséquences-là vont se présenter, il faut simplement fuir les jeux de hasard. Il faut simplement les fuir. C'est la seule solution efficace qui puisse exister en ce jour. Dans votre vidéo, vous avez envisagé également le fait de la mesure, n'est-ce pas, selon laquelle le gouvernement peut fermer, n'est-ce pas, ces entreprises de paris sportifs. Est-ce que vous tenez encore à cet argument? Oui, bien sûr. C'est quelque chose que je souhaite profondément, mais j'essaie en toute lucidité que on va dire, c'est un espoir utopique, parce que de toute façon, cela fait partie, on va dire, du modèle économique de fonctionnement des différents gouvernements. Sinon, ils n'auraient pas mis en place on va dire, des institutions pour gérer les loteries nationales. Donc c'est quelque chose qu'on rêve, mais je ne suis pas sûr que cette action-là viendra forcément de nos différents États. Il peut y avoir probablement d'autres solutions, mais cette solution-là, même si je la veux, pour moi, elle reste quand même utopique. Donc aujourd'hui, vous soutenez pour seul argument selon lequel la jeunesse doit fuir ces choses, fuir les paris sportifs, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est la solution la plus efficace pour moi à ce jour. C'est vrai, il y a d'autres solutions qu'on peut évoquer, mais je ne pense pas qu'elles soient vraiment efficaces. L'une des solutions, par exemple, que j'ai notées, c'est justement de se faire suivre par un conseiller financier. Parce qu'en général, si on se lance dans les paris sportifs, c'est pour résoudre un problème financier. C'est ce qu'on se dit. Sauf que cette manière de penser justement nous plonge dans des véritables problèmes financiers beaucoup plus importants. Pour résoudre ce problème, on pourrait se faire accompagner, c'est un conseiller par un conseiller financier justement, qui va nous aider à mettre en place un plan de sorte à ce qu'on puisse gérer efficacement nos finances. Mais même là, comment est-ce qu'on organise cela? Parce que je ne pense pas que chaque jeune puisse avoir un conseiller financier dédié, en tout cas à l'heure actuelle. Ce n'est pas forcément évident à réaliser. Par contre, on peut effectivement avoir une certaine éducation financière en allant vers l'information, en allant chercher l'information, en allant chercher des formations, que ce soit sur Internet, que ce soit dans des livres, et puis même peut-être contacter un mentor qui va nous suivre. Mais ce genre de démarches-là vont sembler probablement beaucoup plus complexes pour une jeunesse qui aime la facilité. C'est pourquoi je me suis dit la seule solution efficace, c'est simplement de fuir les paris sportifs. Alors, si on reste un peu, si on se garde dans une logique plus pragmatique, comment est-ce qu'un jeune qui est addictif peut faire pour fuir? C'est vrai que c'est pas facile, mais pour moi cela part d'une volonté personnelle. Là déjà, je suppose qu'il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent. Il faut déjà qu'ils entendent ce que nous disons. Il faut que ce que nous disons suscite en eux la volonté de vouloir changer. C'est vraiment le premier pas. S'ils n'ont pas cette volonté, je pense qu'il n'y a aucune action qui puisse les emmener à changer. Par contre, le fait d'avoir la volonté, c'est déjà un grand pas.
Et quand on a la volonté, on peut justement s'approcher, je dis n'importe quoi, des groupes de soutien. Oui. Il peut y avoir peut-être des groupes de personnes qui sont dans le même cas et qui essaient justement de s'entraider, de trouver des solutions de sorte à sortir de la dépendance. Oui. On peut aussi s'approcher éventuellement d'un psychologue qui peut nous aider justement à sortir de cette dépendance-là. Il y a plein d'autres voies de pouvoir en sortir, mais tout ça part de la volonté personnelle. Oui. Tout ça part de la volonté personnelle, nous restons ensemble. Alors sur ce plateau, quelques minutes, 1 minute chacun, les voies pour en sortir, Monsieur Mathiak. Oui, je voulais aider les jeunes parce qu'il y a un dicton chez nous qui dit qui ne risque rien à rien. Oui. Je voudrais que les jeunes comprennent que le risque n'est pas toujours important. Oui. Donc, pour en sortir, il faut qu'ils essaient de fuir les situations à risque. Oui. C'est pas tout risque qu'il faut prendre. C'est-à-dire, il y a des risques qu'on doit prendre parce que c'est arrivé, c'est important à l'instant là. C'est comme celui qui vit. Oui. Il y a d'autres risques qu'on n'a pas besoin de prendre. Oui. Donc, du coup, moi, je leur conseillerais de fuir toutes les situations à risque parce que ça ne les aide pas. Oui. Et aussi pour dire que ça développe cette dépendance là, appelée la ludomanie, n'est-ce pas, donc cette addiction au jeu. Oui. La ludomanie, selon les médecins cliniciens même, ça crée, n'est-ce pas, des troubles cérébraux et émotionnels. Oui. Donc les enfants, les jeunes perdent cette lucidité là. Exactement. Ils ne peuvent plus raisonner normalement. Normalement, oui. Et vraiment, jeunes, si vous m'écoutez ce soir, laissez les jeux de hasard parce que ça vous détruit. Oui. Monsieur Etemé? Oui. Je dirais tout d'abord aux jeunes de s'éloigner de certaines compagnies. Oui. Il faut s'éloigner des mauvaises compagnies. Il y en a qui ont été entraînés comme ça à jouer parce qu'ils ont commencé à traîner avec un certain type d'enfants, oui, un certain type de personnes. Oui. Il faut s'éloigner de ces compagnies-là. Et nous décrions les paris sportifs ici, mais pour plusieurs, et il ne trouve pas de problème à ça. Oui. Donc, comprenez-le, les paris sportifs, ce n'est pas pour votre bien, ce n'est pas une bonne chose. Exactement. Il faut en prendre conscience, ce n'est pas une bonne chose. Oui. Et il faut simplement s'en détourner, parce qu'on ne conçut pas une vie à barrière. Monsieur Simo? Oui, ce que je vais dire aux jeunes, c'est de se concentrer à une activité. Oui. En fait, je les encourage à travailler davantage en se spécifiant dans une activité qui les occupera autant que cela est possible. Oui. Je pense que si chaque jeune décide de se spécifier dans un domaine précis et se mettre à fond dans le travail, il n'aura pas le temps d'aller parier et mener et jouer ces jeux-là qui ne sont qu'une distraction pour plusieurs. Monsieur Apo, vous êtes encore là? Oui, je suis là avec vous. Un mot de fin pour la jeunesse qui nous écoute en ce moment. Oui, j'aimerais dire à la jeunesse quelle conscience, quel est l'espoir de nos différents États. Oui. Comme on le dit, l'avenir du pays repose sur la jeunesse. Oui. C'est une réalité. Mais il ne faudrait pas que justement cet avenir-là soit corrompu par les jeux de hasard. Oui. Nous croyons fortement en notre jeunesse, nous croyons au potentiel de notre jeunesse, et c'est aussi pour ça que nous menons des actions de sorte à l'accompagner dans le bon chemin. Oui. La jeunesse doit se prendre en main dès maintenant, de sorte à montrer ce dont elle est capable. Oui. Et c'est quelque chose d'absolument positif qu'elle peut nous montrer. Oui. Il faut que cette jeunesse-là se prenne en main. Et voilà, j'encourage vraiment la jeunesse à se prendre en main. Merci une fois de plus, auditeurs, auditrices. Nous sommes au terme de notre émission de ce samedi. J'étais avec Monsieur Joël Mathiak, enseignant, Monsieur Anissé Etemé, consultant, Monsieur Mathieu Simo, architecte, Monsieur Yapo, qui est consultant expert en stratégie digitale, consultant en technologie numérique et entrepreneur. Auditeurs, auditrices, nous sommes au terme. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence. À la présentation, je suis Pascal N, tout beau, tout souriant, Yana Yolo.
notre fidèle technicien est à la mise en onde, le monsieur Roger Boulhomme est à la coordination et à la supervision, bien évidemment, le révérend pasteur Franklin Yepka. Merci de nous avoir écoutés.